Good. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à toutes. Il y a exactement une année, la même équipe était ici pour vous parler du projet de la nouvelle direction et de répondre aux questions. Évidemment, il y a une année, on avait des bonnes excuses si on ne pouvait pas répondre aux questions parce qu'on ne connaissait pas encore vraiment nos dossiers. Donc cette année, où on aura la réponse aux questions, ça va être potentiellement un peu plus sport. Mais nous avons décidé de réitérer l'expérience, de venir en début d'année, pour vous souhaiter bonne année évidemment, mais aussi pour vous parler un peu de ce qu'on veut faire en 2018, répondre aux questions et ensuite fêter la bonne année avec un apéritif. Donc après une courte introduction que je vais faire, je vais passer la parole au vice-président académique pour recentrer l'école sur les missions académiques, l'enseignement, la recherche et l'innovation. Alors, meilleurs vœux pour la nouvelle année. Si vous me suivez sur Twitter, vous aurez vu que c'est toujours risqué de faire un message Twitter à minuit 25 après le champagne. Parce qu'évidemment, le message a une coquille. Je croyais honnêtement que 2018 était une année bissextile. Je pensais que j'aurais besoin de plus de temps, peut-être pour effectivement réaliser tout ce qu'on veut réaliser. Eh bien non, je serai obligé de faire ce qu'a fait Phileas Fogg dans le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Il faudra que je fasse le tour vers l'Est pour avoir ces 366 journées pour 2018. Évidemment, si je le fais, ça aura un impact sur l'empreinte CO2 de ma personne et du campus. J'y reviendrai à la fin de mon intervention. J'aime aussi beaucoup la citation d'Euripide « None of us know what we all know together ». Comme communauté de savoir, nous travaillons tous ensemble pour faire avancer la connaissance, partager la connaissance au meilleur niveau. Alors aujourd'hui, le programme est très simple. Je vais vous parler de 3 choses, juste 3. La confiance, encore la confiance, et en troisième, la confiance. D'abord, la confiance dans nos rapports mutuels, nos relations, nos interactions. C'est une culture, c'est la culture de l'école, c'est une culture de la confiance. Puis, la confiance dans un monde dématérialisé. C'est un des défis de la digitalisation, tant scientifiquement que technologiquement, que pour la société. Et ensuite, la confiance dans la science et les résultats de la science. Et ça, c'est le sujet de la science ouverte, Open Science, dont j'ai souvent parlé en 2017. Finalement, j'aborderai le défi du campus, le campus durable, qui est un défi pour nous tous ici sur le campus. Alors, le premier volet s'appelle « What are we trying to accomplish ?» Qu'est-ce que nous essayons de réaliser? Il faut que je sois très honnête, c'est une question que je me suis posée un certain nombre de fois en 2017, et je ne suis probablement pas le seul dans l'équipe de direction, dans l'administration, sur le campus. What are we trying to accomplish? Mais c'est une question qui me rappelle une anecdote, et vous me permettrez, pour le premier discours de l'année, de vous mentionner une anecdote. C'est une anecdote personnelle. Un de mes premiers doctorants, Kannan Ramchandran, à New York, un type super smart, super rapide. Quand je lui posais une question de recherche, il me demandait avec un sourire narquois, vous pouvez d'ailleurs voir le sourire qu'il a, il est prof à Berkeley entre-temps, donc he accomplished, et il disait « Martin, what are we trying to accomplish ?» Mais qu'est-ce que nous essayons vraiment de faire? Et ceci permettait de reposer le problème, de le centrer sur la vraie question qui compte. Et c'est un exercice que j'apprécie encore beaucoup aujourd'hui et que je propose que nous fassions tout un chacun, quand nous nous posons la question « Qu'est-ce que nous devons faire pour le campus et plus largement pour la science en 2018 ?» Alors, je vais passer à un niveau supérieur. Ça, c'était une interaction très proche avec un de mes doctorants favoris. Si je prends le niveau du laboratoire, c'est une interaction que j'ai eu la chance de développer avec plus de 60 doctorants à New York, à Berkeley et maintenant à l'EPFL. Et elle se base sur une confiance mutuelle, un mentorship à 2 directions, où j'ai autant appris, peut-être même plus, que je n'ai donné. Et si j'ai une fierté professionnelle, il faut que je sois très honnête, c'est que pas une ni un doctorant qui a rejoint mon groupe n'a abandonné sa thèse. Et je n'ai pas dit que c'était toujours facile. Ça, chacun de nous qui sommes profs dans ce métier le savons. Mais une fois que j'avais pris l'engagement de poursuivre une thèse avec une doctorante ou un doctorant,
eh bien, j'allais au bout de l'aventure comme mentor, comme doctorant, dans une relation entre maître et élève. Et si je monte encore un étage plus haut, je regarde le niveau du campus, eh bien, l'unité de base qui nous réunit tous, c'est la collaboration entre personnes. Parce que le campus, c'est une grande entreprise de collaboration. Et que le mentorship, désolé pour mon franglais, au bout de 4 ans, je serai débarrassé du franglais, je vous promets. Donc le mentorship est l'activité première, pas juste du maître au sens socratique, face à l'élève, mais de toute personne qui conduit d'autres vers l'accomplissement de tâches. Donc le mentorship est dans l'ADN d'une institution d'éducation, de recherche et d'innovation comme le PFL. Et cette activité requiert le respect mutuel le plus profond entre les personnes qui sont dans une relation de mentorship. Et c'est la qualité première, en fait, des interactions humaines. Ceci conduit à la notion de confiance. La confiance qui est donnée, qui est reçue, qui est partagée, une valeur unique et fondamentale de la société humaine. Vous êtes peut-être en train de vous demander si je prends une tangente philosophique, mais les 4 notions de l'esprit de collaboration, du respect mutuel, du mentorship et de la confiance partagée sont fondamentales pour la culture sur le campus, pour l'esprit de l'école. Et j'aimerais insister sur ces valeurs, car il suffit d'ouvrir le journal, pratiquement n'importe quel journal aujourd'hui, pour voir que ce n'est pas toujours le cas dans d'autres environnements. Et je m'arrêterai là. Donc soyons vigilants et ensemble forgeons une culture d'école basée sur ces valeurs fondamentales. Je passe à la deuxième notion de confiance. L'année passée, le gouvernement suisse a décidé que la digitalisation, ou la 4e révolution industrielle, serait une des priorités pour le pays. Cela tombait bien, car c'est le sujet de prédilection de plusieurs membres de la direction, au moins 3 d'entre nous venant de ce domaine, et de beaucoup de gens sur le campus. C'était une heureuse coïncidence que le gouvernement suisse et nous, on soit parfaitement alignés. Et ceci m'a permis aussi d'être impliqué dans le débat public, peut-être beaucoup plus que sur d'autres sujets. Et ce débat-là dépasse de loin les sciences de l'information et de la technologie. Car ce débat est important. Les transformations que la révolution industrielle 4.0 apporte à de larges pans de la société, depuis des méthodes de recherche jusqu'aux modèles économiques, sont absolument fondamentaux. Ça m'amène à la notion de confiance, dans un monde dématérialisé. Si je vous demandais lequel de ces objets qui est ici sur le slide, vous inspire le plus de confiance, je suis sûr que vous prendrez l'objet qui se trouve au milieu, le bon vieux franc suisse. Mais en fait, ce n'est pas celui qui génère le plus de confiance. L'objet qui est à gauche est un objet historique utilisé comme méthode de paiement dans des îles perdues de Polynésie, qui s'appelle le rail. Et l'objet qui se trouve tout à droite, évidemment, c'est le Bitcoin. Et il s'avère que ces 2 notions-là, une qui est historique, qui remonte à plus de 1000 ans, l'autre qui est très récente, le Bitcoin, en fait, elles ont une notion de confiance distribuée qui est vérifiable, ce que le franc suisse n'a pas forcément. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire d'acheter des bitcoins, okay, ou d'autres crypto-monnaies, même si on avait investi une partie du budget de l'EPFL dans des bitcoins il y a quelques années, on n'aurait aucun souci budgétaire. Mais ça, c'est un autre problème. Je dis simplement que les notions de confiance, de sécurité, de sphère privée, pour n'en citer que quelques-unes, sont totalement différentes dans le monde dématérialisé dans lequel nous vivons de plus en plus. Alors, vous l'avez probablement entendu, fort de ce constat, l'EPFL a lancé en décembre l'initiative de Center for Digital Trust, le Centre pour la confiance digitale, sur les sujets de blockchain, de la sphère privée, de la cryptographie, de la cybersecurity, et ceci avec 8 partenaires publics et privés. L'initiative implique plusieurs douzaines de professeurs sur le campus, à travers plusieurs facultés, et dirigée par Jean-Pierre Hubault. C'est un exemple, et vous en verrez d'autres dans les présentations de mes collègues, où nous répondons aux défis posés par des avancées scientifiques et technologiques pour le bénéfice de la société. Ceci m'amène évidemment à la notion de confiance dans la recherche scientifique. La confiance est la notion de base pour la crédibilité de la science et pour la réputation du chercheur. Et c'est un exemple de confiance distribuée, parce que vous avez une communauté de chercheurs dans un certain domaine, et la réputation
est formée à l'intérieur de ce groupe. Donc la confiance est absolument fondamentale au fonctionnement, je dirais quasi sociologique, de la méthodologie qui est appliquée en sciences. Et si cette confiance est rompue, eh bien, vous savez que la science a un problème. Et comme le web a complètement transformé la diffusion de la science, les nouvelles technologies dont on parle là, comme le Bitcoin ou bien plutôt le blockchain, vont peut-être transformer la façon qu'on fait clinical trials ou d'autres méthodes de recherche où on a besoin de générer une confiance distribuée. Alors ça, c'était un article qui était dans Nature en décembre. On verra, on ne le voit pas encore aujourd'hui, mais c'est certainement quelque chose qui est sur l'horizon de la méthode scientifique. Évidemment, la dématérialisation pose beaucoup de questions de type éthique. Quand je pense aux avancées des sciences de l'information, en sciences des données ou en intelligence artificielle, je suis fasciné par le progrès, tout en étant interpellé par les questions de type éthique. Probablement le cas le plus extrême, celui qui est montré ici, est la question des robots autonomes pour les conflits armés. Je vous laisse imaginer les scénarios, mais je vous conseille de visiter un site d'une ONG qui s'appelle Autonomous Weapons, qui s'engage en fait à légiférer ou à interdire les armes qui sont autonomes. Et si vous avez besoin d'une justification historique, pensez simplement à ce qui s'est passé avec le développement des armes nucléaires, qui, à un certain moment, ont dû être légiférées par des organisations internationales. Donc je pense que la même chose arrivera par ces technologies qui passent en fait dans des domaines où les conséquences peuvent être absolument désastreuses. Si vous allez sur le site web, vous cherchez juste Autonomous Weapons, il y a une vidéo qui a été produite, je ne vais pas vous dire comment elle finit, mais la vidéo est absolument fulgurante. Je vous conseille de la voir et vous verrez pourquoi. Je pense qu'on doit se poser des questions éthiques profondes sur les technologies sur lesquelles on travaille. Ça me permet de mentionner que dans le cadre du Center for Digital Trust, nous travaillons de façon étroite avec le CICR. C'est un partenariat absolument fondamental pour nous. Alors quand je pense à la confiance pour la science, je pense évidemment à la science ouverte, Open Science. C'est un thème qui est central pour la crédibilité d'une part, mais surtout pour augmenter l'impact de la science qu'on produit ici sur le campus, que les communautés dans le monde entier produisent. Et en parlant d'impact, l'extension de la méthode scientifique au-delà des frontières du campus, par ce qu'on appelle la science citoyenne, où des citoyens s'arment de méthodes de mesure, mettent en commun leur savoir-faire, leur puissance de calcul, etc., pour résoudre des problèmes scientifiques. Cette citizen science, en franglais, est aussi extrêmement intéressante, pas seulement pour les résultats qu'elle produit, mais pour l'acceptation de la science dans le public au sens le plus large. Et donc je pense que Open Science et Citizen Science sont les deux côtés d'une médaille qui est très intéressante à jouer. Je vais finir par un sujet qui nous concerne tous, c'est la durabilité. Alors, je viens de parler de reproducibilité, reproducibility. Il y a une expérience que l'humanité est en train de réaliser, mais que l'on ne pourra pas reproduire, qu'on ne pourra pas faire deux fois. Et c'est un essai, c'est l'expérience du réchauffement climatique. En tant que scientifique, je prends ce sujet extrêmement au sérieux. En tant qu'institution d'éducation et de recherche et d'innovation, nous portons une certaine responsabilité vis-à-vis de la durabilité, et beaucoup de gens sur le campus s'intéressent au sujet. La direction de cette école considère donc la possibilité de faire de l'EPFL un campus neutre pour les émissions CO2. Ça, c'était la partie facile. La partie intéressante, c'est de regarder d'où vient le footprint CO2 du campus. Alors, un tiers vient de l'utilisation du campus. Par exemple, d'être ici au Swiss Convention Center, de faire marcher les lumières, etc., de faire marcher une partie de la chaufferie, etc. Ça, c'est un tiers de l'empreinte CO2 du campus. Un deuxième tiers, c'est intéressant, c'est la mobilité personnelle pour venir travailler sur le campus. Okay. Ça aussi, c'est un défi, je pense, pour la région lémanique en général, auquel il faudra s'atteler, mais ce n'est pas vraiment en nos mains pour y travailler. Et le troisième tiers, c'est la mobilité business, essentiellement les voyages en avion. Comme vous le voyez, c'est une équation pas du tout simple à résoudre, c'est un réel défi pour le campus. Alors,
c'est un problème de science des données. Donc vous allez regarder d'où viennent ces émissions CO2. Donc ça, par les services de mon collègue Étienne Marclay, la cellule durabilité, on peut voir la facture CO2 du campus. Alors j'entends déjà les arguments, hein. Et d'ailleurs je suis un des premiers fautifs. Je tiens quand même à relever que les points rouges là, c'est pas moi. Okay, si vous voyez ce que c'est les points rouges, je vous laisse interpréter. Mais ensemble, il faut que nous réfléchissions en tant que communauté, si possible exemplaire, parce que les universités, les instituts de technologie sont des communautés exemplaires, comment nous pouvons contribuer à une planète durable. Et c'est un des projets de la direction. Je ne vous annonce pas quand nous serons CO2 neutral, parce que c'est un sujet difficile, mais c'est un défi qui est intéressant, c'est un défi de société, mais c'est aussi un défi et de science et de technologie. Avec ça, j'aimerais conclure. Donc, je vous ai parlé de notion de confiance dans nos interactions, et en quelque sorte, nous répondre à vos questions, ça fait partie d'établir un lien de confiance avec le campus. Je vous ai parlé de confiance dans le monde digital, et je vous ai parlé de confiance dans la science. Et finalement, de la confiance que nous puissions avoir une planète à long terme. Je finis par une citation de Sartre-Lorel. Le matin, quand je me réveille, j'y pense. C'est libre. Ceux qui sont suffisamment âgés connaissent Sartre-Lorel, de son vrai nom Michel de Senarclan, troubadour, mais surtout alumni de l'EPFL. Et puis j'ai un petit peu modifié, mais il dit « Faisons un peu mieux ce que nous faisons ». Et nous tous, quand on se lève le matin, quelle que soit notre tâche, en fait, c'est comme ça qu'on donne le sens à la vie. Et je vous remercie tous de participer à cette grande entreprise EPFL. Merci pour votre attention. Bonne année à toutes et à tous, et surtout une très bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'enseignement, bien sûr, et puis j'ai décidé de faire une mauvaise surprise à mes collègues de la recherche et l'innovation. Moi, je vais vous parler d'enseignement, d'innovation et de recherche. Comme ça, après, ils n'auront plus rien à dire. Et puis, comme c'est la période des examens, ce n'est pas vous qui allez pouvoir me poser des questions, c'est moi qui vais poser une question, et puis on va essayer de tous ensemble y répondre en 2018. Alors, la première chose, c'est le PFL est un endroit fantastique. Vous savez que dans les 10 dernières années, elle a cru à une vitesse assez extraordinaire. Et ce que ça veut dire, en particulier pour mon portefeuille, c'est que le nombre d'étudiants à l'EPFL a essentiellement été multiplié par 2 en un peu plus de 10 ans. Et si vous y pensez, si vous vous arrêtez un petit moment et que vous y pensez, c'est assez extraordinaire comme croissance. Il n'y a pas beaucoup d'universités en Europe, ou même dans le monde en réalité, qui ont une croissance aussi rapide. Si vous regardez comment nos étudiants sont répartis, c'est aussi intéressant. Bien sûr, la plus grosse partie se trouve dans le cycle bachelor. On a un cycle master qui est assez gros également, même s'il est bien contrôlé, puisque là, on peut contrôler nous-mêmes qui peut y entrer assez facilement. Et puis, c'est aussi intéressant de voir qu'un étudiant sur 5 à l'EPFL est un étudiant en thèse. Donc ça vous donne un peu une idée de la taille de l'EPFL. Et puis tout ça, c'est très bien, ça montre que c'est une institution dynamique, c'est une institution qui attire beaucoup, c'est une institution qui attire beaucoup internationalement, on peut en être très fier. Il y a à peu près 50% de nos étudiants qui nous viennent d'ici, et puis 50% de nos étudiants qui nous viennent d'ailleurs. Ça, c'est très bien, parce que ce que ça veut dire, c'est que la réputation de cette école, elle dépasse de loin les frontières de ce pays, et puis ça, on le doit à vous, essentiellement. La qualité de ce qui est fait sur le campus de l'EPFL, en termes d'enseignement, en termes de recherche, en termes d'innovation, c'est très bien. Jusque-là, on pourrait s'arrêter et s'auto-congratuler, mais voilà la question de l'examen. La donnée du problème est la suivante. La croissance, c'est bien, mais est-ce que la croissance peut être l'ennemi du mieux, en ce sens que la croissance met beaucoup de pression sur les ressources humaines et sur l'infrastructure. Alors si nous voulons être une école excellente, est-ce que le fait que l'école grandisse très très vite est antagoniste avec sa mission d'excellence? Et puis ce que je voudrais essayer de faire, c'est donner des éléments de réponse qui montrent que, en réalité, c'est un défi qui se pose à nous, un défi qui est passionnant, et si nous le relevons, je pense qu'on peut être une institution qui montre qu'on peut grandir, on peut croître, on peut se moderniser, tout en continuant à être excellent, mais ça va nous imposer une petite gymnastique intellectuelle à l'avenir. Alors pourquoi? D'abord, regardez ce qu'on fait. Je vous ai montré que la moitié de nos étudiants se trouvent au cycle bachelor. Au cycle bachelor, nos étudiants reçoivent une éducation qui est précieuse, ce
sont les bases sur lesquelles ils vont construire tout le reste, et qui est constitué pour beaucoup de cours de service. Les maths, la physique, l'informatique, bientôt le raisonnement computationnel et autres. Et quand vous regardez ces cours, qui sont extrêmement importants, ils nécessitent une organisation considérable. Ils sont donnés à de plus en plus d'étudiants. C'est inspirant de voir ce qui se passe dans d'autres universités. J'ai pris l'exemple de l'université Harvard, où il y a le cours d'informatique de base, qui est donné maintenant à peu près partout dans l'université, qui s'appelle CS50. Alors vous voyez un peu l'échelle de ces cours, hein, c'est donné dans un magnifique théâtre. On n'a pas de pareil à l'EPFL. Et vous voyez que pour réussir à faire tourner une machine comme ça, de façon durable, puisqu'on parlait de durabilité, il faut professionnaliser la manière dont on s'organise. Et à l'EPFL, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très très bien, mais qui fonctionnent très très bien sur la bonne volonté des gens, de façon assez étonnante. Et je pense qu'au niveau des cours de service, qui est vraiment notre mission fondamentale, peut-être en 2018, le moment est venu de se poser la question, est-ce qu'on devrait réfléchir un petit peu plus à donner des moyens et à comment on organise de grandes équipes pédagogiques pour tous ces cours qui sont tellement importants, pour qu'ils puissent se donner dans les meilleures conditions, pour que les gens qui donnent ces cours aient la liberté d'innover, pour qu'on puisse continuer à faire évoluer le curriculum. Et pour ça, il va falloir innover, et puis il va falloir faire de la recherche. Et dans l'enseignement, on peut également faire les deux. Alors réfléchissons un tout petit peu. Il y a de plus en plus d'étudiants sur le campus. Si vous donnez des cours en première, deuxième ou troisième année, ou si vous suivez des cours en première, deuxième ou troisième année, puisqu'il y a des étudiants dans la salle, vous savez que les salles sont de plus en plus pleines. À l'avenir, il faudra continuer à se poser des questions d'infrastructure. Mais est-ce que la question, c'est juste, pouvons-nous construire 6 auditoires géants qui pourraient accueillir 800 étudiants? Ou est-ce que la question devrait être, quel genre d'auditoire on va devoir créer, étant donné les cours qui vont s'y donner, et la pédagogie qu'on souhaite y déployer? De plus en plus, sur ce campus, y compris dans les cours de base, par exemple en maths, les gens se posent des questions sur la manière dont ils enseignent. En algèbre linéaire, il y a en ce moment même un projet pilote qu'on appelle une classe inversée, où on essaie un petit peu de changer la manière dont on enseigne. Si ce projet pilote aboutit, la manière dont les étudiants vont recevoir les cours ici à l'EPFL va assez profondément changer. Et donc, peut-être c'est le bon moment de se poser la question, nos infrastructures d'ici quelques années, est-ce qu'elles vont ressembler à la photo de gauche, hein, un peu comme ici, vous êtes tous assis puis vous écoutez la parole du bon Dieu, ou est-ce qu'elles vont ressembler aux infrastructures du milieu ou de droite, qui doivent être un peu plus reconfigurables, qui doivent permettre aux étudiants d'être un petit peu plus acteurs de leur curriculum, hein, d'être plus participatifs, de s'organiser en petits groupes, et aussi de recevoir un cours magistral. Donc je pense que c'est une bonne année, 2018, pour se poser vraiment cette question et anticiper un petit peu l'avenir, étant donné les nouveaux grands axes de formation, dans la manière dont on enseigne et ce qu'on va enseigner, de quel genre d'infrastructure on va avoir besoin, et puis quel genre de moyens on doit essayer de libérer pour pouvoir construire ce genre d'infrastructure ou rénover les infrastructures qu'on a. Ce sont des questions qui sont très importantes. Une chose qui me motive à me dire qu'on va pouvoir répondre à ces questions, c'est qu'à l'EPFL, si vous regardez un petit peu, en fait, on est déjà une université qui innove beaucoup dans l'enseignement. Et ça, c'est grâce vraiment à tous les gens qui donnent cours dans cette école. Innover, c'est pas juste pour faire le buzz. C'était le titre de ma présentation. Est-ce que finalement, à chaque fois qu'on parle d'innovation dans l'enseignement, c'est juste pour faire un article sur la homepage de l'EPFL, ou est-ce que ça a vraiment un sens? Je pense que ça a vraiment un sens. Le sens, c'est d'être toujours capable de se poser la question, est-ce que la manière dont on sert nos étudiants est toujours la meilleure? Et on se pose cette question en permanence à l'EPFL, et beaucoup de gens essaient de changer les choses. Ensuite, on est une université de recherche. Se poser des questions, être innovant, c'est dans notre ADN. On le fait dans notre pratique de recherche, on doit être capable aussi d'avoir le temps, d'avoir l'envie de le faire également dans notre mission pour l'enseignement. Et puis, comme je vous disais, on innove déjà beaucoup. Si vous regardez ce qui se passe sur le campus, moi je trouve ça incroyable. On n'en parle peut-être même pas assez. Alors bien sûr, on a parlé des MOOC, il y a 2 millions d'étudiants qui suivent des cours à l'EPFL un peu partout dans le monde, finalement, ce qui est assez extraordinaire. Je vous ai dit que déjà pour des cours de première année, on est en train de penser à des classes inversées, c'est-à-dire on demande aux étudiants de se préparer avant de venir au cours, et l'enseignement est un peu plus personnalisé à leurs besoins, ce qui est fantastique pour un cours de base. On fait des laboratoires dans lesquels on essaie de déployer de plus en plus la créativité des étudiants, et ça, c'est un point qu'il faut continuer à marteler. Les étudiants, à l'avenir, seront de plus en plus acteurs de leurs cours, et de moins en moins passifs. Ils sont intelligents, ils sont créatifs, on doit pouvoir aller chercher cette créativité.
On organise des laboratoires dans lesquels les étudiants peuvent accéder aux manipulations depuis l'extérieur. Si vous avez suivi des cours de base dans une université où un prof à 150 mètres de vous vous montrez les plaisirs de l'électrostatique, vous savez bien que c'est quand même plus agréable si vous pouvez interagir vous-même avec l'expérience que juste de la regarder du fond d'un auditoire. On a déployé ce programme DLL. Maintenant, il y a énormément de laboratoires qui se trouvent au niveau du bâtiment ME et c'est en train de se déployer au niveau de tout le campus. Et à chaque fois qu'on donne aux enseignants et aux étudiants l'espace et les moyens pour innover, ce qui sort est extraordinaire. Vous avez vu le succès du Solar Décathlon. Vous avez vu peut-être les succès des compétitions de robots. Vous avez vu peut-être les succès des compétitions de robots dont j'ai oublié le nom, où un bateau torpide le PFL voguait gaiement sur le lac Léman. À chaque fois qu'on a cette possibilité, à chaque fois qu'on se donne un espace où on peut réfléchir, ce qui se passe sur cette école est assez fantastique. Et donc il y a un peu pour moi cette idée que le campus de l'EPFL doit de plus en plus être une espèce de laboratoire ouvert. Un laboratoire où on se pose des questions sur l'enseignement, on réfléchit, ce qu'on veut enseigner et comment on va l'enseigner. Et puis dans quel genre d'environnement on va l'enseigner. On a les moyens de le faire ici, et je pense qu'on doit le faire parce que c'est une manière de répondre aux défis qui nous sont posés par la grande croissance de l'EPFL. Et puis c'est pas tout, je pense qu'il y a une dernière chose qui est très importante et qui est liée à cette capacité que le PFL a d'innover également dans sa mission d'enseignement, c'est que le PFL est une école jeune, qui bouge beaucoup, c'est une force de proposition en Suisse et même au-delà. Si vous regardez quel est le principal facteur de changement au niveau éducatif hors nos murs, c'est probablement la digitalisation. De plus en plus, la société se numérise, ce que les jobs que vos enfants ou mes enfants auront dans 10 ou 15 ans n'existent pas encore aujourd'hui. Et une étude récente de l'OCDE disait que 47% des gens qui sont en emploi actuellement n'ont en fait pas les capacités nécessaires pour pouvoir occuper ce type d'emploi qui vont arriver dans les 5 à 10 prochaines années. On a une mission, nous, puisque nous maîtrisons la technologie, et en particulier les technologies qui sont derrière la digitalisation, d'être cette force de proposition sur comment l'enseignement doit se déployer, pas seulement dans une institution d'éducation de haute éducation comme les PFL, mais également dans les autres institutions, dans les écoles, y compris les écoles primaires, et pour la formation vocationnelle également. Et à nouveau, si vous regardez ce qui se passe à l'EPFL, parfois vous êtes surpris de la créativité et du nombre de choses qu'on fait. Il y a Francesco Mondada, par exemple, que vous connaissez peut-être, qui a créé avec son équipe ce petit robot qui s'appelle Timio. Il y a des milliers, littéralement, de ces robots qui sont en circulation dans les écoles en Suisse et en France, que les enseignants utilisent pour apprendre aux élèves des choses classiques, mais d'une autre manière, tout en leur faisant goûter un petit peu au premier concept d'automatisation. Comment un robot se comporte, qu'est-ce qu'une machine à état, comment on programme. Et ça commence avec des petits-enfants. Il y a, à 500 mètres d'ici, sous l'égide de Pierre Dillembourg, carrément un parc de start-up de sociétés qui sont actives dans l'éducation, le EdTech Collider. Il y a 60 sociétés qui sont affiliées à ce EdTech. Donc il y a tout un écosystème autour de cette école de gens qui se posent la question, l'enseignement aujourd'hui ne ressemble pas à ce qui se fera demain, qu'est-ce qui va se passer? Et quelles sont les innovations qu'on doit déployer? Je pense que nous sommes idéalement placés pour répondre à ces questions. Et la dernière chose qui est maintenant active, c'est les PFL Extension School, vous avez peut-être vu, une série de programmes de cours online spécialement dédiés aux aptitudes digitales qui sont cruciales dans la société, pas seulement pour les ingénieurs, mais pour tout le monde. Les premiers programmes sont accessibles, vous pouvez déjà vous enregistrer ou en faire la publicité. Beaucoup de gens ont besoin de se remettre à niveau pour pouvoir évoluer dans une société qui se numérise énormément. Et puis à nouveau, c'est nous qui avons le savoir. C'est nous qui sommes les acteurs là, et c'est un rôle, peut-être il n'est pas écrit dans nos statuts, mais je pense que c'est un rôle qu'on doit jouer parce qu'il est extrêmement important. Et sur ces bonnes paroles, merci de votre attention. Merci Pierre d'avoir laissé un tout petit peu de place à la recherche. Je vais essayer de vous présenter un peu sous forme de tribut à tout le travail que mes collaborateurs ont fourni pendant cette année passée, ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire et ce que nous espérons faire. Tout cela
pour remplir des objectifs que j'avais déjà déclinés l'année dernière. Je les répète, nous sommes une entité qui doit être modeste, car nous sommes une entité de support pour une communauté, l'animation de laquelle est notre premier but, le service de laquelle est aussi notre premier but. Donc nous essayons à la fois de donner les moyens d'exceller et de faire ce que nous pouvons sur le côté pour essayer d'ajouter un peu d'entropie au système de façon à ce qu'on excelle encore plus. Pour le service, je vais commencer par vous dire que la réorganisation selon laquelle nous avons mis le TTO et le Réo ensemble avec d'autres entités, l'ECO et toute une série de services au sein de ce qu'on appelle le DAR, tout le monde dit la DAR, il faut dire le DAR, est faite, elle progresse encore, mais les plus grands pas ont été faits. Merci encore à tous. J'espère que les chercheurs de l'EPFL trouveront maintenant un portail, une équipe à leur service. Rendre crédit aux collaborateurs, c'est facile. Il suffit de montrer les chiffres. Les collaborateurs, tous les chercheurs, les professeurs, toutes les personnes qui ont soumis des projets de recherche, mais aussi tous les services qui les ont traités, puis qui ensuite traitent leur réalisation. Ça correspond à 1/4 milliard de francs. C'est des investissements aussi par l'école dans son infrastructure. Il faut gérer tout cela. Le TTO a créé 50 licences, géré 200 contrats industriels, le Research Office 700 subsides de recherche, avec toutes les autres considérations qui viennent avec, comme la supervision du respect des normes éthiques, etc. Et puis il y a plein d'autres choses que nous faisons, en particulier on gère les octrois, les achats pour les équipements scientifiques. Là encore, merci aux collaborateurs, aussi à la DABS qui a beaucoup aidé. La bibliothèque aussi a beaucoup œuvré. J'ai eu énormément de plaisir à travailler avec cette équipe. Pour vous donner quelques chiffres, 1,5 million d'entrées à la bibliothèque, 24,7 millions de downloads d'InfoSciences que nous sommes, entre parenthèses, en train de remettre à jour en collaboration avec la VPSI. Les actions en cours qui ont eu lieu dans l'année passée, mentionnons les co-funds, c'est de l'argent qui vient de l'Europe. C'est un travail d'équipe. Certaines personnes les ont portés, Jeroen van Hoenen, Caroline van de Viver et d'autres. C'est un premier programme pour les doctorants, 32 PhD, qui comporteront une immersion dans le monde industriel et un contact avec l'innovation. Un co-fund post-doc, en plus des deux qui ont déjà été attirés vers l'école, en commun avec Eurotech, 80 post-docs, dont bien sûr 20 chez nous, puisqu'il y a 4 universités dans Eurotech. C'est toujours quelque chose de plus. On a beaucoup travaillé pour créer des accords cadres avec de grands partenaires de recherche. 2017 a vu la signature avec IBM et ABB et le lancement de ces collaborations. Vous voyez là qu'il y a une entreprise, non des moindres, avec qui nous avons un nouvel accord cadre, l'événement 2 février. Nous vous invitons à venir au lancement de ce que nous espérons sera le vecteur de nombre de collaborations fructueuses, enrichissantes, intéressantes, qui mettront le PFL sur la carte. La bibliothèque a joué son rôle dans la projection de l'école dans l'Open Science. On a monté un service aux chercheurs pour les aider, les guider dans la gestion de leurs données de recherche. Je crois que c'est 343 chercheurs ont été formés à la chose ici. Il y a un site web, vous en voyez là la première page. Encore une fois, une collaboration avec nombre d'autres services au sein de l'école, mais c'est quelque chose de très intéressant et dans lequel nous essayons de faire ce que nous pouvons en collaboration avec d'autres pour que l'école soit en position de force. La bibliothèque a aussi œuvré pour promouvoir, et encore beaucoup peut être fait, pour que les publications de l'EPFL soient librement accessibles à tout le monde en open access. Puis il y a les centres. Les centres, comme vous le savez, ont migré vers les 3 vice-présidences académiques. Je dirais que la majeure partie ayant quelque chose à faire avec la recherche a atterri chez nous. Voici la liste des acronymes. Alors, nous les découvrons encore, c'est un plaisir, c'est passionnant. Ils sont très divers. Je vais vous parler juste de quelques-uns et glisser quelque chose sur le côté, mais vous dire que ça a été pour l'année écoulée et ça sera pour l'année à venir et probablement encore après, quelque chose de vraiment très intéressant parce que les centres, très diversifiés dans leur mission, dans leur nature, dans leur origine, sont des vecteurs de l'interdisciplinarité passionnants.
Les plateformes scientifiques, pour commencer, beaucoup de travail a été fait à plusieurs égards pour essayer de les faire travailler davantage selon le même modèle, d'essayer d'optimiser ainsi par le partage des connaissances les mêmes façons de faire, mais aussi de faire ce qu'il faut. C'est peut-être un peu rébarbatif pour certains, mais il faut le faire parce qu'il y va de notre capacité à attirer des fonds de recherche, de faire en sorte que la tarification de l'utilisation des plateformes soit aux normes exigées par les bailleurs de fonds. Et là, je dois rendre crédit à ceux qui ont fait ce travail. Énormément de travail a été fait pendant l'année écoulée. Nous avons encore du pain sur la planche, mais on est loin par rapport à où on était il y a environ un an et demi. Il y a un autre chantier qui n'est pas directement lié aux plateformes, mais que je mentionne en passant ici. Time is money. Vous voyez là Ben Franklin, parce que visiblement c'est lui l'auteur pour la première fois de cette phrase que l'on imagine plutôt être produite par des industriels. Je l'ai cité parce qu'il est clé de se rendre compte que l'argent de la recherche, pour les bailleurs de fonds, est de plus en plus lié à des procédures de comptabilisation du temps auxquelles nous devons nous plier. Nous œuvrons avec toute l'énergie que nous pouvons, en collaboration encore une fois avec la VPSI, la VPFI, pour vous donner les outils qui vous permettent de ne pas perdre de temps à le faire, mais c'est quelque chose sur quoi nous œuvrons. Je sais que tout le monde n'est pas enchanté par la chose, mais n'oubliez pas qu'un temps non compté est un temps qu'on ne peut pas facturer. Donc nous y travaillons. Les centres, alors encore une fois, j'en mets un là, le CNP. Le CNP est merveilleux parce qu'il illustre tellement ce que peut apporter l'interdisciplinarité. Le CNP, ce sont des professeurs qui travaillent sur des neuroprothèses, qui travaillent sur l'interface homme-machine. Ce ne sont pas les seuls, mais c'est dans une voilure particulièrement intéressante. Ce sont des collègues qui sont rattachés à diverses facultés. Cette diversité apporte un enrichissement dans le travail et dans ce qui peut être fait, qui est assez unique. Découvrir les centres ainsi un par un est vraiment très intéressant. Et nous essayons de faire ce que nous pouvons, du fait que leur rattachement est maintenant relativement haut au sein de la hiérarchie de l'école, pour les projeter dans un avenir qui, je l'espère, sera intéressant. Je mentionne en passant le centre d'énergie aussi. Nous avons, il y a un event dans 2 jours. On a fait plusieurs events l'année écoulée. On a une nouvelle gouvernance que nous avons mis sur place parce qu'on s'est rendu compte qu'il était vraiment impossible, c'est une mission impossible pour un directeur de diriger quelque chose d'aussi divers. Vous voyez la colonne des domaines d'activité de la recherche en énergie au sein de l'école. Nous avons maintenant un directoire qui, par la diversité des disciplines représentées, je pense, arrivera à faire en sorte que le centre de l'énergie et par cela la communauté des chercheurs en énergie au sein de l'EPFL aura une nouvelle dynamique et donc pour le centre un rôle et une présence accrue au sein du campus. Je pourrais continuer, il y a un grand nombre de thèmes, comme vous avez vu, rien que par la ribambelle d'acronymes pour les centres, mais il y a d'autres initiatives communes. L'opportunité est là, il y a des appels d'offres pour les NCCR, il y a des appels d'offres sur d'autres domaines, et si on arrive à naviguer un peu vous voyez le petit jeu de mots du Fonds national entre les PRN et les PNR, je ne m'en lasserai jamais. On a une série d'initiatives, je vais vous en montrer seulement une, parce que je la trouve passionnante, mais les domaines sont très larges. Il y a aussi l'Advanced Manufacturing, je pourrais parler en longueur là-dessus. Je vous montre juste une diapo que j'ai tirée d'une proposition par nos collègues en chimie. Leurs ambitions sont absolument fabuleuses. Le but, c'est d'utiliser l'énergie renouvelable pour créer une nouvelle chimie à partir de nouveaux ingrédients qui ne sont pas des hydrocarbures. Imaginez que l'on puisse enlever du CO2 de façon utile pour produire des choses que l'on peut vendre. Ça serait fabuleux, non? Autre que des boissons gazeuses, bien évidemment. Voilà, il y a 20 000 projets, je ne vais pas les détailler, mais je pense que nous sommes en bonne position pour avoir en 2018 une année full of excitement, comme on dit, ça se dit moins bien en français, et avec un rayonnement pour l'école qui sera fort, encore plus fort que par le passé. Merci à tous. Thank you, Andreas. And I started with an innovation. I talk in English because if I would talk in French, it would last 20 minutes, and I was given 10. So I want to introduce you to what we have been doing in the innovation domain. Innovation is one of the 3 pillars of EPFL, which is also part of the Federal Act. And I want to give you an overview in the next couple of minutes of some of the activities we're doing.
Our core mission is, and you see it here, is to be a leading catalyst of innovation and achieve significant impact within and beyond the EPFL campus. You can paraphrase this as we want to be the oil in the machine, and the innovation machine, and if we put more oil in there, we hope it runs more smoothly and at a quicker pace. And in order to achieve this, you actually have to orchestrate a large number of different activities. We summarize those according to several strategic axes. You see them listed here. We are trying to help develop startups from the initial entrepreneurial spirit on the campus to actually the support of young startups, to helping them to scale up and internationalize, and maybe even to exit on the capital markets. We are focusing on small and medium-sized enterprises. We have a very forceful activity there where we try to help them master the technological challenges, and we heard about some of them earlier, about digitalization, but you can also think about advanced manufacturing techniques, etc. All of these challenges are faced by the SME owners, by the entrepreneurs of the PME. We have a third axis where we focus on the large firms, the big corporations that are partly here on the innovation park as well. And then I've launched last year an important initiative that is transversal to all of these activities, which actually tries to broaden our concept of innovation and basically tries to help us understand what else can be achieved with innovation. And there it's about the purpose of innovation that is targeted directly. Let me touch upon these four strategic axes in more detail with some illustrations of what we're actually doing on these fronts and introduce you to some of the new initiatives that we have been launching. You all remember that we have several interesting support schemes for startups here on the campus since many years. One of them has been extremely successful, for instance, the InnoGrant scheme that was targeted to the postdocs, to the PhD students in particular. But we have not looked so much in the past towards our biggest population, which is the students on the bachelor and master level. And what we have started this spring is an important initiative that we call the X-Grants. This is a program that is supporting bachelor and master students in their entrepreneurial endeavors. We are offering 10,000 Swiss francs to them to do market studies, to develop their prototypes, so to do really the first steps in entrepreneurship and trying to understand if there's a viable company that could be created. The first submissions were collected in the fall, in October, and we were optimistic about this program because we talked to the students beforehand, but we were extremely overwhelmed by the large turnout of applications. And in the 6 weeks up to Christmas, since the start of the program, we already could give out 11 of these grants. And I personally like this program not only because it can signify the entrepreneurial spirit on the campus, but it's also, and that comes back to what Pierre has been saying, a great educational tool. And if you come to think about it, that the student gets some funds from us, he runs out, she runs out to the customers, does interviews, gets back with feedback, develops the prototype, improves the prototype. This is actually a very valuable type of experience for the 21st century careers that these students will make. We also teach them on these fronts. You know, think about the bachelor students, for instance. They are 21-year-old kids. You know, we don't want to just let them run out there and do interviews blindly. We want to give them the tools to ask smart questions to customers, to develop their business models. And in that relation, we have launched an interesting initiative together with Swissnex in San Francisco. A part of the X-Grant recipients will actually have the opportunity to go to San Francisco. We have 2 desks there. They spend time, they get training. We do a summer program with them where they get the teaching on entrepreneurship, on innovation, and we provide them with access to the players, the Silicon Valley companies that they want to have access to. So in that sense, we want to broaden their scope, their understanding of what entrepreneurship can be and should be. The second strategic axis you might remember is the PME, the small and medium-sized enterprises. And these are actually 99% of all companies in this country. And I think these companies, they have a big challenge ahead of them. They have to master digitalization. They have to master advanced manufacturing techniques, etc., etc. Something where EPFL is very strong at. And what we need to do is to translate our knowledge to the benefit of these companies, because if we cannot achieve this type of mission,
the country is in trouble. And as a federal institute, we have a particular type of responsibility on that front. Yeah? What we are doing on this axis is to launch, for instance, a PME day, an SME day, which happens actually in this building here on the 19th of April. This is an activity that we have launched with a couple of important players, media companies, PME Magazine, etc. We want to make this an event that is speaking directly to the PME owners. So we want to translate science into something concrete that they can use. We want to benchmark what they, for instance, do in digitalization so that they can get inspired by their other counterparts, the other companies that are there. This will be 3/4 of a day. We invite you to join this activity if you're interested in that. We also look at the large enterprises and have launched a couple of important initiatives to support them and their relation to EPFL. One of these activities is mentioned here. It's our internship activities, which happens on the 27th of February, a time when many of the students actually look for internships. And we work with many of the large companies on the Innovation Park. And for your information, at the moment we have 25 large companies and about 170 startups. So we're pushing close to 200 companies. We are 100% full in the Innovation Park. So if you know some space around here, please tell us. But this is an important initiative. Likewise, what we are doing to educate managers in these larger companies is to launch an ambitious educational program together with IMD. This is in terms of executive education. This is the type of profile of managers that are typically in the Innovation Park, but also beyond in Switzerland and across. So Pierre and I, we are overseeing a program that happens in a few weeks. It's called Orchestrating Technology Transformation. And some of you here in the audience are actually involved in this program because it's really a marriage between management and technology and trying to understand how to benefit from the technological changes that we are seeing. There's another important initiative. This is actually a small initiative that we launched, and this is called the Happy Hour at the Innovation Park. Some of you I've seen have been there. Those of you who haven't been there, I invite cordially to this activity. It happens, actually, it starts in 20 minutes over in the Innovation Park, but don't run out. We have an apéro here as well. What we do is to provide really a platform for the startups to talk to the large enterprises, to talk to the students, to talk to the professors. And this has worked quite well in the couple of instances we did it so far. We do it every week. So far we had 16 events. You see the numbers up here, more than 100 participants per event, and we served more than 2,000 beers, actually sponsored by the company, so you get free beer. And if you do the math, it's 1.5 beers per person, which gives you an indication of how much fun this is as well. Here you see some pictures. We had an astronaut, we had the presidency here. This is our mascot, the rhino. Whenever you see the rhinoceros in front of the Pure in the Innovation Park, that means in the evening there's the happy hour that's happening. Yeah? The final element I would like to talk about, and that's the fourth strategic axis, which is actually a transversal axis to our activities in innovation, is called the Social Impact Initiative. Some of you might have heard of this initiative. It doesn't have anything to do with the social networks, with the Facebooks and so on. Social impact in that sense means we want to do social good, which includes sustainability, the environment, etc. And if you come to think about it, it's actually quite a beautiful initiative in the sense that we are broadening the context of what innovation can mean. It's not only innovation for the purpose of creating financial wealth, which is a great outcome, yes, but it can be innovation for the creation of societal benefits together with sustainability. And if you come to think about it a bit more, it's actually, from a managerial point of view, quite an intriguing challenge to manage such a company. Why? Because if you create a company that has a goal to help, for instance, starving kids in Africa, what you need to do is to create a company that is sustainable in the sense that it creates financial profit so that you can survive as a company, but you also have to create a company that fulfills its social goals and maybe sustainability goals. And there it comes to measuring these goals, which is not trivial. It comes to managing these types of goals, which is not trivial. So what we do is not only to promote the idea, but we also offer an educational program in the future that helps students to understand what it actually means to run such a business, and that it's not
a bit naively said, wow, I want to do good, let's do good, and then you leave the place in worse shape when you fail than you start off. So there's some added responsibility if you want to engage in this. We are proud to say that we have a Nobel Prize winner, Muhammad Yunus, who is one of the fathers of the idea of social business as part of this initiative. Muhammad Yunus has been here to the campus 6 weeks ago and launched with us this Yunus Social Business Center that has its home here at EPFL and should serve as the Swiss hub for this initiative, which makes us, of course, quite proud. And Yunus himself, he said he's excited to see that we can marry cutting-edge technology with the purpose of creating social good. We have also some companies that are lined up to do projects with us. Bühler is one of the first that worked with us. Thank you to Bühler for helping us to get this initiative off the ground. This brings me to my final slide. I mentioned that innovation, our mission is to put oil in the system, that it runs more smoothly. I think we are running at full speed, and I would like to take this opportunity to thank my team, many of them who are here. Without them, this would not be possible. Thank you very much for your attention, and have a great 2018. Thank you. Time for questions. Alors, l'exercice qui est une tradition. Vous pouvez poser toute question qui vous intéresse, qui concerne la direction, le campus, les directions stratégiques, comment on interagit. Il y a des microphones dans la salle et nous attendons les questions. Oui, bonjour. Buret, LSI. Au mois d'août, le journal à 24 heures s'est fait l'écho des abus de l'EPFL en matière de contrat à durée déterminée. Avez-vous l'intention de régler l'affaire? Qu'est-ce qui va se passer en 2018? Voilà. Merci pour la question. C'est une très bonne question. Comme vous savez, nous avons engagé une nouvelle chef des ressources humaines à l'EPFL, Susanna Swan, qui est quelque part ici dans la salle, qui a pris ce sujet à bras-le-corps, qui a fait une analyse statistique de combien de contrats sont vraiment concernés par ça. Je vous avoue platement que je n'ai pas les chiffres ici, mais je sais que c'est pas les chiffres qui étaient dans 24 heures, mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on travaille sur le problème. Donc, on est conscient que là, il y a une situation qu'on a héritée, sur laquelle on travaille, et on va essayer de résoudre ça au mieux. Il y a certains des contrats temporaires qui sont effectivement sur, par exemple, des projets de recherche à durée limitée. Donc, ça, c'est normal qu'il y ait des contrats temporaires. Il y en a d'autres où il faut vraiment regarder de plus près, et ça, c'est le travail auquel on s'attelle avec les ressources humaines, Susanna Swan, pour essayer de trouver une solution rapidement. Je ne sais pas si Susanna veut commenter plus loin, mais that's the helicopter view. Ouais, voilà, je peux en quelques mots donner quelques chiffres. Sur les 1600 collaborateurs administratifs et techniques de l'EPFL, 75% ont un contrat en CDI, donc à durée indéterminée. Sur le 25% restant, 13% sont des collaborateurs qui travaillent sur des projets de recherche. C'est la raison pour laquelle ils sont sous contrat à durée déterminée. C'est donc lié au type de financement de leur poste. Et sur les 12% restants, nous sommes en train de faire une revue détaillée. On a déjà transformé une 70aine de contrats de CDD en CDI. Je crois qu'on est à peu près au milieu du gué. Il nous reste encore à peu près le même nombre à faire. On arrivera à ce qu'on peut considérer l'incompressible, qui sont des postes réellement liés à une mission à durée déterminée, que ce soit un remplacement, un apport temporaire ou encore une mission liée à un projet spécifique. Merci beaucoup, Susanna.
Maybe as a follow-up question to that, are you going to create more career paths specifically for postdocs who have to leave typically after 6 years, or with the new SNSF rules, even 5 years after PhD, where it's impossible, even if you bring in the funding, to continue? Thank you very much for this question. I think you are the author of an email for which I thank you, except I didn't really have time to, it was a pretty extensive email you sent me, I think, on Sunday night, and I was making slides for tonight. So I don't have all the answers, but I can give you, let me give you my gut feeling on this one. The gut feeling is that the horrible 5-year rule from the Swiss National Science Foundation, I guess I know who is the culprit, because I was at the Swiss National Science Foundation when we identified a basic problem in the academic system, not just here, in the US, which is the famous postdoc bubble. Okay, so people were kept for a very long time on temporary positions, repeat postdocs in certain fields. It went to the point that the combined heads of the National Institute of Health, of Rockefeller universities and other top places actually wrote op-ed pieces in journals like Science and Nature to say that the system was out of control. Okay? And if you think about it, why is it out of control? And I have seen this, and I have told to people about this. When somebody is on a repeat postdoc for 10 years, the person is maybe 42 years old, and the money runs out, then the system has totally failed. Okay? And this is why in the US there is a very strong discussion about putting term limits on postdocs, and that's why the Swiss National Science Foundation said, well, you know, the Swiss National Science Foundation pays for postdocs to go abroad and so on, but not forever. Because the responsibility, to be very honest, is actually with the universities and the research labs. And the universities and research labs have to create a sustainable system. I talked about sustainability for the planet. It is the same for the academic system. And so fields which accumulate repeat postdocs, which are essentially very cheap labor with no real perspective for a career, is not a good system. Now, you of course said, if you bring your own money, bring your own lunch, right? This is a different position, and in certain cases, we are discussing this, for example, with junior ERC grants, potentially with new schemes of the Swiss National Science Foundation. But I have been there. In the US, there are the famous soft money positions, okay, of people who get essentially a letterhead from the university. That's about all. On the letterheads, they can write grants. Is this how we want to create a sustainable academic system? I'm not sure. That was the philosophical answer. The practical answer is that we actually have a working group exactly on this topic, because we know that we have, just like the previous question, we have an inheritance which is a little bit complicated. We don't have the answer because this is a very deep question about how we want to function as an academic system. And I know this is not the answer you expect, and I know a lot of people say, well, why don't you create this position, that position? But in systems where you have all these sort of positions, the general happiness level is not necessarily better. I don't know if colleagues want to comment on this one, because we discussed this very intensively at the level of the direction. I think you've given the main point, which is that any system should avoid dead ends. Bonjour. Bonjour. Oui. On a vu le succès de projets comme le Solar Décathlon et d'autres moins médiatisés comme l'Hydrocontest, ainsi que l'émergence de nouveaux projets tels que le PFL Loop, le PFL Rocket Team ou la Lausanne Racing Team. Tous des projets qui mettent en relation des acteurs du monde de la recherche, de l'éducation et de l'industrie et qui peuvent être source d'innovation. Que pensez-vous de tels projets? Comptez-vous promouvoir et faciliter leur développement? Et si oui, par quels moyens?
Alors, je vais répondre de façon très courte et je vais passer la parole à Pierre van der Geest. Moi, je pense que ces projets sont absolument superbes parce qu'ils montrent que l'interaction de projets concrets avec la recherche, avec l'enseignement, peut donner des résultats absolument fabuleux. Solar Decathlon, c'est probablement le meilleur exemple, qui est un projet dans lequel la doyenne ENAC, Marilyn Anderson, a mis beaucoup d'énergie, 250 étudiants impliqués, et puis ils gagnent le premier prix loin devant les grandes universités américaines quand ils vont à la compétition aux USA. Et évidemment, ça laisse beaucoup de traces dans l'ADN, si vous voulez, de l'interaction entre des gens sur ces projets multidisciplinaires. Donc c'est définitivement quelque chose qu'on sait faire à l'EPFL, qu'on a bien fait et qu'on va continuer de faire. Mais je pense que Pierre va probablement élaborer. D'abord, merci pour la question. On peut se rendre compte qu'on a développé de plus en plus de ces projets. Vous avez cité quelques exemples qui sont apparus ces dernières années. Je pense qu'on a déjà quelques leçons qu'on a appris de ces exemples-là. C'est que on ne peut pas se lancer en dilettante dans ce genre de projet si on veut faire quelque chose de qualité. L'exemple du Solar Decathlon est très bon. Au total, il y a 200 étudiants, je pense, qui ont intervenu dans le projet. Il y avait toute une équipe qui a été construite spécialement pour ce projet. On a vu qu'il y avait des challenges à relever également quand on voulait pouvoir créditer, par exemple, le temps que les étudiants passent dans ces projets. Donc il faut bien réfléchir et compter le genre d'initiative dans lequel on veut se lancer. Et pour chacune de ces initiatives, excusez-moi, il faut le faire de façon très sérieuse, avec une équipe et des moyens. Donc on ne va pas pouvoir, si c'était votre question, en faire une centaine sur le campus de l'EPFL, parce que ce ne serait pas sérieux. Mais je pense qu'il va continuer à y en avoir de plus en plus. On a beaucoup de requêtes, c'est très intéressant. Les étudiants qui y participent apprennent beaucoup. Et il faut le faire de façon très, très organisée et de façon très sérieuse. Ça, c'est un peu le rôle de mes équipes. D'accord, merci. Bonsoir, je voulais quand même d'abord vous remercier et vous féliciter pour votre courage et la transparence dont vous faites preuve de venir présenter votre programme et répondre à toutes nos questions. Je voulais aussi vous remercier et vous féliciter pour la stratégie durabilité que vous avez présentée à la fin de l'année passée. Et c'est typiquement le genre de plan ambitieux dont on a besoin au vu de la crise climatique dans laquelle nous sommes. Et ma question concerne en fait le désinvestissement des énergies fossiles, des fonds propres de l'EPFL. Merci beaucoup pour la question. Je ne sais pas si vous faites partie du groupe d'étudiants qui est venu me voir à ce propos, avant même que j'entre en fonction. C'est un sujet auquel je suis très sensible, je suppose que vous l'avez senti. C'est un sujet qu'on a regardé. Alors, the good news is bad news, c'est qu'on n'a pas un endowment de 44 milliards comme Harvard, donc en fait on n'a pas le problème du désinvestissement de notre endowment. Ça c'est the good and bad news. En même temps la question c'est pas une réponse suffisante parce qu'évidemment indirectement nous sommes investis par les caisses de pension, du personnel que nous avons. Et ça, c'est une question que nous continuons de poursuivre, qui n'est pas tellement simple, parce qu'en fait, par exemple, les caisses de pension sont parfaitement indépendantes, donc nous, on peut aller comme un des membres qui contribue, mais la stratégie de la caisse de pension, évidemment, n'est pas sous notre contrôle. Personnellement, je pense que c'est un sujet qui doit être médiatisé, parce que c'est sous la pression médiatique que les caisses de pension, par exemple suisses, ou d'autres éléments d'investissement dans l'environnement financier suisse, vont commencer à être sensibles à ça. On l'a vu aux États-Unis, je pense que dans certaines universités, le désinvestissement va arriver, et c'est sous la pression des étudiants, donc je vous encourage à continuer. C'est une bonne guerre, il faut la continuer. Merci. Juste peut-être pour suivre. En effet, ce sont que quelques millions qui concernent le PFL, mais de simplement faire une annonce à ce sujet aurait la possibilité de médiatiser le sujet, comme vous dites. Alors là, je suis obligé de me tourner vers la chef des finances. Caroline, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi moi? Non, mais parce qu'en fait, c'est des comptes courants sur les... D'accord. Je suppose. Oui. Mais alors, je suis un peu empruntée pour vous répondre. En fait, je n'ai pas vraiment de réponse à vous donner aujourd'hui sur ce sujet. Je ne me suis pas encore plongée. Et donc, c'est un sujet sur lequel il faut que je travaille et je reviendrai vers vous
crois que c'est la seule réponse que je peux vous donner à ce jour. Désolée. Pas de problème, merci. C'est une bonne réponse. Merci, Caroline. Donc, j'ai une question aussi de réduction, et je voulais savoir comment les PFL comptent réduire son impact CO2 en matière de voyage d'affaires. Alors, j'ai promis de faire un... Bon, vous savez que je suis assez proche de la science des données, donc pour moi, ce type de problème, la durabilité, l'impact environnemental, etc., c'est aussi un problème de mesurer l'impact qu'on a pour essayer d'avoir une certaine influence pour réduire l'impact. Et alors, on a eu une discussion en direction assez exhaustive. On a eu 2 meetings sur la question, on a parlé avec les doyens. Et comme vous le savez, c'est les voyages professionnels où la chatte a mal aux pieds. Et dans les voyages professionnels, ce qu'on entend toujours, c'est que, évidemment, pour notre réputation, là je parle comme un prof, il faut qu'on voyage beaucoup, parce que c'est comme ça qu'on essaime la bonne parole PFLienne. Okay. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que mon collègue Pierre van der Geest m'a démontré le contraire, pour son cas personnel, hein, c'est ça. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, je suis encore en train de collectionner les données, c'est que je vais faire un graphe, je vous le promets à une de ces réunions, pas dans une année, ça ira plus vite que ça, de faire le fameux graphe où vous regardez l'impact CO2 sur l'axe horizontal, vous regardez une mesure d'impact de la recherche sur l'axe vertical. Si les collègues dont je fais partie ont toujours raison, eh bien, il y aura une corrélation linéaire entre les deux. Plus vous voyagez, plus vous êtes célèbre. Okay. Je ne suis pas sûr. Okay. Et donc, ce que je vous dis là, évidemment, c'est que c'est un changement de culture. Mais c'est comme la mobilité privée pour venir travailler sur le campus. Ce n'est pas quelque chose que vous changez avec un diktat de la direction. Dans 18 mois, on fera plus ci, on fera pas ça. Ça ne marche pas, ça aura des effets délétères. Vous aurez peut-être un effet en 18 mois, mais en fait, il y a des gens qui vont se rebiffer, qui vont aller ailleurs, qui vont faire autre chose, whatever. Okay. Ce que vous devez arriver à faire, et c'est pour ça que les problèmes de changement climatique sont tellement profonds, parce que c'est vraiment des problèmes systémiques de la société. Comment on fonctionne, comment on consomme, comment on régule, comment on paye notre pollution ou le CO2, etc. C'est des questions extrêmement complexes. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de changer quelque chose sur le campus. C'est comme de faire un laboratoire en vie réelle. La taille est quand même intéressante. Hein. Il y a 10 000 étudiants, il y a 5 000 collaborateurs. C'est une espèce de bulle sur laquelle on peut faire, en mesurant, en mettant du nudging, etc., et voir si on arrive à changer ces habitudes de vie-là. Mais comme vous le savez, ce n'est pas un problème simple et ce n'est pas un diktat qui va le résoudre. Oui, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur les habitudes parce qu'on peut aussi se donner bonne conscience et puis acheter des certificats de compensation. C'est une méthode, mais qui est probablement trop facile. Et c'est ce que dit Martin, c'est ça, c'est de vouloir changer les habitudes des voyages, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Comment est-ce qu'on consomme l'énergie? Qu'est-ce qu'on peut faire comme mesure aussi dans les opérations du campus pour réduire effectivement la consommation et pas seulement la compenser? Enfin, je rajoute juste un footnote parce que j'ai été rendre visite à une start-up qui s'appelle Climeworks, qui a un business model qui est une machine qui sort le CO2 de l'atmosphère. Donc vous dites, problème résolu. Le seul problème, donc j'aime beaucoup la technologie, le business model, il n'est pas encore tout à fait là parce que ça coûte 600 francs par tonne de CO2. Et puis le prix du marché, enfin, il varie tous les jours, le marché ne fonctionne pas très bien, mais on parle de quelque chose qui est un ordre de grandeur plus bas. Okay. Et donc vous voyez aussi que les contraintes économiques, même si on voulait acheter la compensation pour s'acheter une bonne conscience, actuellement, ce n'est pas simple. Bonsoir. I really applaud the social impact initiative. That was new to me, and I think it's a great idea. I also think it's a really excellent idea that the campus looks at its own operations and reducing the impact, the ecological footprint of that. But in just under 2 weeks, I'm going to be part of a discussion at the Swiss Academies about the Sustainable Development Goals in an academic circle. And
I feel that it's really a missing opportunity not to also think about how to direct the research and educational activities more along these lines of sustainability. I think the Sustainable Development Goals offer a really interesting framework for orientation of different activities, including research and education. And I would be really interested if there was some opportunity also to develop initiatives in that regard. Thank you. Thank you, Janet, for the question. It's a very good question. I mean, I'll pass on to Pierre, but the example of Solar Decathlon is a very good example in this direction, because it's essentially teaching-oriented initiative, which is based on, of course, R&D and interdisciplinary research. And I think these are also the sort of projects which will change the perception of students of what really matters. So, Pierre, you might add to this. Je vous rejoins, je pense que vous avez complètement raison. C'est des excellentes opportunités d'exemples, en particulier à introduire dans notre curriculum. Ce que je remarque, c'est que les étudiants sont très friands de ces questions. Ils ont vraiment beaucoup plus que moi à leur âge. Ils sont en quête de sens dans ce qu'ils font. Ce n'est pas un cliché, je pense qu'on l'observe sur le campus. Quand on a lancé les Global Issues, ou les enjeux mondiaux en première année, une des motivations, c'était vraiment ça, c'était de se dire on peut utiliser ces grands défis mondiaux, le réchauffement climatique ou le développement durable, pour essayer d'alimenter la réflexion. Les solutions feront intervenir la technologie, donc on peut enseigner en utilisant ces besoins. Je pense que ce sont des bons exemples, on doit pouvoir continuer à développer ça dans le curriculum. Mais à nouveau, je pense que ça ne doit pas être top-down. Les idées sont excellentes. Moi, je serais ravi de travailler avec les gens du campus pour essayer d'introduire de plus en plus ces exemples dans nos programmes, mais je peux juste aider à le faire. Let me just add one thing in terms of the UNO Social Business Initiative. We are planning to launch an educational program on social innovation, social impact, which includes sustainability. And what I'm currently doing with one of my PhD students, one of my postdocs, is to record actually a massive open online course on social impact and social entrepreneurship, which Professor Yunus has actually recorded a segment of this for us. So we hopefully in the summer can launch this open online course, which satisfies some of the demand, but I hear you well, and that's our ambition too, to launch something more ambitious on this front in terms of education. We are doing research on this front already, and I think we have some of the strongest research groups in the world on this front in social entrepreneurship, but in social education, social impact education, we are not doing yet as much as we can. Bonsoir. J'avais une question sur un sujet qui est d'actualité depuis quelques jours et en lien avec une annonce de la Suisse de créer 100 places de travail en cybersécurité au niveau je crois, de l'armée. Est-ce que le PFL va développer cet aspect dans les années à venir? La réponse est oui. Je vais peut-être me tourner vers Ed, qui connaît ce sujet extrêmement bien. Alors oui, donc pour simplement élaborer sur la question, le Conseil fédéral Parmelin s'est plaint publiquement qu'il n'arrivait pas à engager des informaticiens et toute une histoire. Effectivement, il a raison sur le fond. Le marché est extrêmement serré. Et puis, il a aussi raison sur un point tout à fait fondamental, même s'il n'avait pas été particulièrement élaboré et éclairé, qui est que la sécurité, la cybersécurité, ce n'est plus quelque chose que l'on peut acheter. C'est quelque chose qu'il faut qu'en tant que société, on puisse comprendre et maîtriser de manière intime. C'est le cas pour la société suisse, c'est le cas pour l'Europe au niveau européen, c'est le cas pour toutes les sociétés démocratiques dans le monde entier. Et donc il y a un véritable challenge. C'est pour ça du reste que une des raisons pour lesquelles Parmelin était ici le 19 décembre pour la journée de l'innovation, qui est le contexte dans lequel on a annoncé le Center for Digital Trust. Il y a un certain nombre de discussions actives qui sont actuellement en cours avec les autorités gouvernementales, pas forcément militaires du reste. On parle du département de la protection et de la sécurité, ce n'est pas uniquement des questions militaires, c'est également des questions civiles.
et on est en train de discuter de manière active avec le gouvernement fédéral pour voir comment le PFL peut aider dans le cadre de l'éducation. C'est quelque chose qui peut être fait, qui même peut-être potentiellement peut être fait extrêmement rapidement. Maintenant, ça ne résoudra pas le problème de fond. Le déséquilibre que l'on vit actuellement, il est réel et malheureusement, on en a encore pour quelques bonnes années à vivre dans une société où il y a un espèce de déséquilibre entre les investissements colossaux qui ont été faits par certaines entités dans le domaine et de la défense, et de la cyberdéfense, et de la cyberattaque, et puis les sociétés qui finalement consomment sans réellement comprendre suffisamment bien ce qui leur arrive. Merci. Bonsoir. Ma question concerne l'employabilité des étudiants à l'EPFL. On a parlé des différents projets qui mettent en avant les étudiants de l'EPFL. Je suis là. Et ma question, c'est, à votre avis, quels sont les éléments que les étudiants ont pendant leur cursus qui les rendent plus employables que les étudiants des autres universités ou des autres écoles? Et comment vous y travaillez, soit pour les maintenir, soit pour les améliorer? Le branding, je vous dis, le branding, non. Nous allons donner une réponse sérieuse. Je vais passer la parole à Pierre. Alors, il y a pas mal d'ingrédients, en fait. Je pense que la formation, d'abord générique, d'un ingénieur EPF est quelque chose qui est important dans la mesure où, vous le savez, ce qu'on fabrique, pour utiliser un mot peut-être un peu vulgaire à la sortie du EPFL, c'est des gens qui ont la capacité de continuer à évoluer parallèlement à la technologie. C'est-à-dire que si on donne un diplôme maintenant de gens qui sont extrêmement spécialisés sur un problème qui se pose maintenant, dans 5 ans, le problème ne se posera plus et ça devient assez difficile de pouvoir continuer à évoluer dans votre carrière. L'ingénieur EPF, c'est quelqu'un qui justement peut continuer à évoluer dans sa carrière parce qu'il a ses bases assez larges. Un bon technicien avec des bases très très larges. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et on a fait des gros efforts dans les dernières années, c'est quand même d'écouter un petit peu ce que dit l'industrie aussi. L'industrie nous avait dit, on voudrait que de plus en plus vos étudiants fassent des stages. Les étudiants maintenant à l'EPFL, tous les ingénieurs passent par des stages obligatoires où ils apprennent déjà un petit peu le monde du travail avant de quitter nos murs. On se rend compte également que, et ça c'est de nouveau un feedback qu'on a vu de l'industrie il y a une dizaine d'années, l'industrie nous avait dit, vous savez, quand un ingénieur vient travailler chez nous, on ne met pas les électriciens dans une salle d'un côté, les mécaniciens dans une salle de l'autre, et les gens des matériaux dans une troisième salle. Les gens travaillent ensemble. Développer de plus en plus de choses qui sont à l'interface des disciplines, où les étudiants doivent travailler en équipe, parce que c'est ça qu'on va leur demander. Donc on a fait un gros effort au niveau des travaux pratiques pour qu'il y ait de plus en plus de travaux interdisciplinaires. Et maintenant, il y en a vraiment beaucoup à l'EPFL. Donc les étudiants ont vraiment accès à des travaux pratiques où ils peuvent travailler en équipe. Et puis, ce que l'industrie attend aussi beaucoup d'un diplômé EPFL, vraiment une aptitude qui est importante, c'est de résoudre des problèmes. On ne va pas vous donner une solution à implémenter quand vous êtes ingénieur EPFL et que vous allez travailler dans l'industrie. Il faut trouver la solution vous-même. Donc cette importance de la créativité que j'ai déjà mentionnée, que j'ai mentionnée encore aujourd'hui, je pense qu'elle est vraiment importante. C'est-à-dire, on donne les bases, mais après, il faut être capable de poser des problèmes à nos étudiants, de les diriger et qu'ils apprennent eux-mêmes à développer leurs propres solutions. Ça, c'est extrêmement important. Et puis d'aller chercher les expertises où ils font. Et l'enseignement, il évolue de plus en plus dans cette direction. Les bases sont importantes, elles seront toujours là, mais après, ça se développe vraiment vers un accompagnement de l'étudiant pour qu'il apprenne à résoudre les problèmes et aller chercher les expertises là où elles sont nécessaires et apprendre en faisant. Ça, c'est des choses qui sont vraiment cruciales et je pense que nos étudiants sont de mieux en mieux préparés. On peut faire mieux, mais leurs aptitudes sont déjà très bonnes. J'aimerais aussi mentionner, parce que c'est une initiative de Pierre van der Geest, c'est qu'il y a une grande agilité dans le curriculum de l'EPFL, c'est-à-dire quand l'environnement dans lequel nos étudiants vont se trouver une fois qu'ils ont obtenu leur diplôme se transforme, comme c'est le cas avec la digitalisation actuellement, eh bien rapidement, on prend des mesures dans les curriculums, et par exemple l'initiative de Computational Thinking, pardonnez-moi mon franglais, qui va être mise en place cet automne par la VPE à travers tout le campus. C'est un exemple où je pense que nos étudiants seront très attractifs sur le marché de l'emploi. Je pense que la question est fondamentale. Juste rajouter un point qui est peut-être une évidence, mais qui vaut la peine d'être rappelé, c'est que le cours le plus important que l'on a suivi pendant ces universitaires n'est pas le même en fonction de l'évolution de sa carrière. C'est-à-dire que lorsqu'on commence sa carrière, il y a un certain nombre de cours qui sont fondamentaux pour trouver un premier job et pour s'exprimer dans son premier job.
Et puis 5 ans plus tard, les cours qui sont en fait les plus importants, qu'on a pris il y a 5 ans, 6 ans, 8 ans, sont plus les mêmes. Et puis 10 ans plus tard, et 10 ans plus tard, c'est de nouveau pas les mêmes. Et en fait, la complexité de l'enseignement, c'est de voir la longue vue dans un monde qui change, de façon à ce que nos étudiants aient d'une part un ensemble de cours qui les préparent pour leur premier job, mais également pour leur deuxième, leur troisième et leur quatrième job. C'est intéressant qu'Ed mentionne ça parce que dans le job que j'ai, je vais voir les alumni quand je me promène de par le monde et que je fais de l'impact CO2. Et quand je parle aux alumni, c'est extrêmement intéressant d'entendre quels sont vraiment les cours qui les ont marqués. Ce n'est pas ceux qu'ils mentionneraient juste au moment où ils finissent leurs études. Très souvent, c'est des cours qui sont plus fondamentaux, où à l'instant où ils faisaient leurs études, ils ne voyaient pas forcément la raison, mais ça a vraiment influencé leur façon de penser. Et 10 ans plus tard, ils disent finalement, on a beaucoup souffert, mais ça, c'est le cours qui nous a marqués. Je pense que tu vois ça aussi, Pierre. Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous avez raison, ce qu'elle disait également est vrai, c'est que les carrières évoluent. Et puis nous, on doit faire attention de bien préparer nos étudiants à un monde dans lequel leurs carrières vont évoluer. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont intéressantes. C'est qu'il y a eu récemment un projet pilote, d'ailleurs, en chimie, où on demandait aux étudiants de dire, après leur diplôme, justement, évaluer un peu leurs études. Je pense que c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, ce n'est pas forcément les cours auxquels vous pensez qui marquent les étudiants une année après leur sortie de l'EPFL, 5 années après leur sortie de l'EPFL et 10 années après leur sortie de l'EPFL. Et on doit vraiment penser à avoir cette longue vue parce que les carrières changent. Tous les 5 ans, les gens vont se réorienter de plus en plus souvent maintenant. Et nous, on doit être capable de leur donner cette plasticité. Ça, c'est très important. Merci. Next. Il y a quelqu'un autour derrière. Moi, je suis complètement ébloui. Bonjour, je suis là, ici, à droite, à gauche. C'est ma droite, c'est votre gauche. D'accord. Dassaraden Mori du LESO. Je sais qu'au Fonds national, M. Vetterli a signé le DORA Agreement. Est-ce que le PFL compte faire la même chose dans le futur pour la sélection des candidats pour des postes de prof, par exemple, pour éviter que le seul facteur de sélection reste les impact factors et que l'open science en général et toutes les sources de recherche soient considérées? Merci. Merci beaucoup. Étonnamment mais vrai, j'ai signé la DORA Declaration pour le PFL aussi, donc je l'ai signé 2 fois. Donc j'y crois vraiment. Je pense que c'est un texte qui est fondamental, même s'il est sorti je dirais, d'un domaine de recherche très particulier, mais les questions qui ont été posées là sont les bonnes. Et ce que j'ai vu au Fonds national, c'est que c'est exactement... Je m'excuse de me répéter, c'est un changement culturel. C'est comme le changement de nos habitudes de vie. Le changement culturel dans la tête des gens, c'est de transformer un système de valeurs qui est un peu parti comme ça sur une tangente pour revenir aux fondamentaux. Alors, ce que je peux répondre, je ne peux pas vous répondre pour Dora au Fonds national parce que je n'y suis plus, mais sur le campus des PFL, et ça je le sais, la promotion des professeurs n'est pas faite avec des mesures quantitatives comme ça aveugles. Okay, en particulier, si Ariane Lenstra est ici, je ne l'ai pas vu, qui dirige le comité de promotion académique de l'EPFL, c'est la méthode de vraiment regarder quelle est la contribution scientifique du professeur, dans ce cas-là, puisque c'est la promotion de tenure track à professeur associé, quelle est la contribution scientifique qui se base en fait sur les papiers clés qui ont été réalisés par le chercheur ou le professeur. Et donc on croit fondamentalement à cette valeur. Alors je ne suis pas naïf. Dans la tête des gens, surtout les gens qui ont été dans le système pendant très longtemps, il y a encore une tendance, parce que la loi du moindre effort est finalement la loi physique la plus importante, de simplement regarder, tiens, les papiers étaient des papiers dans des journaux à high impact. Donc c'est ça, il faut veiller au grain, il faut continuellement rappeler que c'est sur les fondamentaux, sur la matière elle-même vraiment qu'on veut juger la qualité.
Okay, here in the back. My question is concerning internships. It's been mandatory for some time. And as a student, we usually, when it's a situation when we have to fail some courses in order to do an internship at Google or Facebook or companies as that. I think it's really good to have internship like kind of sponsored by EPFL. But is there any plan to actually have partnership with companies or something like that in order to ease these small technicalities? Okay, can you repeat the technicalities that you have to? Because I heard that you have to fail a course to take an internship. Yes, actually, that's one of the solutions proposed for students. For example, because you cannot do one semester without credits, and if the internship is in the summer, then you are forced basically to leave some credits for the next semester, and you do one semester with, I don't know, 6, 8 credits, something like that. And the other thing is, I know some students who have done not 1 or 2, but 3 internships at Google, and still these internships are not accounted by EPFL for technicalities again. So internships are mandatory for all engineers at EPFL. It may be the case that you do not find the one you want at the moment where you're supposed to do your internship. This is maybe what you are telling me, and that as a way of circumventing the problem, you purposefully fail a course so that you have an extra semester and then you can take your internship afterwards. I think the offers in internships at EPFL by far exceed the demand. Of course, we cannot all the time give the student the perfect internship that they want, but there is enough slots for all students, so you should not be forced to go through these kind of extreme mechanisms to find something that you like. I understand as well that some students would like to do a lot of internships, like one semester at Google, a second semester at Google, a third semester at Google, a fourth semester at Google, but I would like to remind the students that they have to do their 120 credits at EPFL because they also learn things in our classrooms that they do not learn in internships. So there is a balance. Internship is good. 2 years of internships is maybe not so good. More questions? Oui, non, on va comprendre les questions. Ronan Boulic à l'Assemblée d'école. On a bien compris ici que les objectifs de formation sont très clairs, très ambitieux, mais est-ce que le Parlement a compris aussi à Berne? On dirait qu'il y a ce stop and go incessant, qu'il y a un problème de communication de ce qu'on fait ici vis-à-vis de... Ça, c'est une excellente question sur laquelle je pourrais répondre pendant 1 heure à l'apéritif, parce que la réponse est extrêmement compliquée. Le débat budgétaire au Parlement, je le connaissais quand j'étais au Fonds national. Il était plus simple au Fonds national parce qu'on était tout seul. Il y avait le Fonds national qui était un line item, et puis si on allait se défendre au Parlement ou parler avec le département, etc., c'était relativement clair. Ici, la réponse est plus complexe parce que, en fait, c'est le domaine des EPF qui doit chercher l'argent au Parlement, et ce n'est pas nous. Nous, on fait partie du domaine des EPF, on est représenté par le président du Conseil, plus le board du Conseil, etc. Et ça dilue un tout petit peu, ou je dirais ça complexifie l'impact que nous, on peut avoir. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas juste aller au Parlement puis dire, écoutez, le PFL, c'est génial, puis vous assurer que le domaine des EPF va avoir beaucoup d'argent. Ça va pas y faire. Hein. Je pourrais essayer, c'est sympa, mais ça ne va pas y faire du tout. Et là, je découvre que la politique, par rapport au domaine des EPF, c'est extrêmement complexe. Et si vous suivez, parce qu'on l'a suivi pratiquement minute par minute l'automne passé, le genre de deals qui sont faits, you don't want to know about it. C'est de la politique politicienne, je ne savais pas que c'est comme ça que ça se faisait, je découvre. Alors, ça répond juste à la complexité du débat budgétaire au Parlement. Alors, je ne vous cache pas que tout le monde se rend compte que c'est une telle
perte de temps, que le stop and go ne permet pas vraiment d'investir sur le moyen terme pour l'enseignement et tout, qu'il y a une prise de conscience à Berne qu'il faudra trouver d'autres méthodologies. Okay. Alors ça, c'est un vœu pieux, parce que ce que je vois à Berne, c'est que ça va à la vitesse bernoise, mais je dois dire, j'ai vu des signes. I saw light at the end of the tunnel. Et j'espère que dans une année, on pourra être ici et parler de ça avec une nouvelle méthode pour l'allocation des budgets pour le domaine des EPF, parce que je vous rappelle que nous faisons partie, malheureusement, de la partie que j'appelle accordéon du budget fédéral, c'est-à-dire celui qui peut être squeezé à volonté, parce qu'on ne fait pas partie de ces fameuses contributions liées qui sont écrémées d'abord. Et puis, s'il reste quelque chose, eh bien, il y a le Fonds national, Inno-Suisse, représenté ici par Ed, et le domaine des EPF. Donc actuellement, c'est un truc alambiqué byzantin. J'espère qu'on va sortir de ce guet. En même temps, il faut aussi que je sois très honnête, on n'est pas si mal servi par le Parlement. Okay. C'est compliqué, mais on n'est pas tellement mal servi. L'appel de l'apéritif. S'il n'y a pas de questions urgentes, et on est à disposition à l'apéritif, il y a une question urgente. Oui. Pierre von Maes, professeur honoraire. Il y a une chose qui distingue l'EPFL dans le master de l'EPFZ, qui est cette possibilité d'un minor et d'un major. Est-ce que ça fait partie des choses à développer ou plutôt à reformuler ou quelle est votre stratégie à ce sujet? Alors merci beaucoup, c'est une très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de... D'abord, il n'y a pas de crainte à avoir sur l'idée qu'on supprimerait des mineurs, ça n'a jamais été mis sur la table. Beaucoup d'étudiants raffolent de ces mineurs. Il y a un peu une distribution des mineurs, si vous regardez la population d'étudiants, c'est un peu une distribution avec une longue queue. Hein. Donc il y en a quelques-uns qui ont beaucoup de succès, et ça montre que le système est bon. Et puis il y en a certains, de temps en temps, on devrait pouvoir se dire, est-ce qu'on peut revitaliser un petit peu l'offre pour qu'elle soit toujours bien en prise avec ce que les étudiants souhaitent faire. Je pense qu'on va continuer avec ce système. On pourrait faire des évolutions. Pour l'instant, c'est un système qui est un peu du style open bar, c'est-à-dire si vous voulez construire un mineur, il faut prendre dans les 1500 cours existants à l'EPFL pour construire votre mineur. J'entends souvent des collègues qui disent « mais est-ce qu'on ne devrait pas essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus structuré, il pourrait y avoir des cours qui sont faits pour le mineur ?» Je pense que ce sont le genre de choses dont on va discuter à l'avenir, mais le système est là, il fonctionne bien. Il y a beaucoup d'étudiants qui suivent les mineurs à l'EPFL, donc il va continuer à se développer, oui. Yes, my name is Dirk Lauinger, and I have a question about the expansion of EPFL around Switzerland and into the United Arab Emirates, for example. And so I would like to know how you see this expansion, if you want to continue to go to even more places, or if you want to go back from some of the other places. So what is the strategy about this? Very good question. So, case in point, Andreas Mortensen and myself were actually visiting the antenna in the United Arab Emirates last October, I believe. So we're in active discussion because we are in a phase where we have to see for the future of that particular antenna, which functions well. We have a superb head of the antenna, Franco Vigliotti, who does really an excellent job there. We could really verify this. And, you know, has a program in teaching and so on, so that's all fine. Then we have a number of campuses in the Suisse romande, as you know. And several of them are still in a growth phase. I mean, Fribourg, Valais, very much in a growth phase. And I think this is one of the things where we invest quite a bit of time to understand how we want to run these antennas, which have all specificities which makes them extremely interesting, but have also
certain complexities and certain risks of dilution, let's say of research groups, of effort and so on. And so we are in a phase of analysis of this. 2017 was really understanding the system. I think 2018 is to make the best out of our antennas, because I think they have more potentials than what is currently used, because they are still in development phase. So for example, the entire direction was at Campus Biotech in December, among other things, to look at the efforts of the Centre de Neuroprothèse, which has, in our view, among other things, fantastic potential. So the answer is not a simple answer like we are going to keep growing exponentially every year, more antennas. I think we have a very interesting setup, and it also answers a little bit the question of politics. There is no question that having antennas in the cantons helps us tremendously in the politics in Bern, because we have the support of all these cantons who absolutely love the presence of EPFL. The complexities that it brings, as I said, it's a balancing act between the two that we will certainly analyze in detail in 2018. Je vais en profiter que tout le monde est vachement fatigué pour prendre une grosse tangente philosophique par rapport à tout ce qui a été présenté aujourd'hui et les questions d'ailleurs. C'est par rapport à la relation entre sciences, techniques et société, du point de vue de comment on l'enseigne à l'EPFL et comment elle est produite à l'EPFL. Dans cette idée qui a été mentionnée, c'est que la technologie n'est pas forcément bonne, et que l'innovation, d'ailleurs, malgré le culte qu'on y porte, n'est pas nécessairement et fondamentalement bonne pour la société. Et du coup, ma question, c'est l'idée, est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à la philosophie de la technique, de la science qui est enseignée à l'EPFL, qui est menée au niveau de la direction? Et est-ce que celle-ci, comment elle pourrait être inclue en termes d'éducation, non seulement au niveau bachelor, master, mais au niveau du doctorat aussi? Et j'utilise comme exemple un article de journal qui était dans les journaux français, je pense, cette semaine, sur l'addiction créée par les smartphones pour les enfants, pour les mineurs. Et ça, c'est une question purement technologique, technique, mais aussi éthique, philosophique et politique, à mon avis. Et je le prends très personnellement par rapport à... Je suis en train de remplir le formulaire d'évaluation du doctorat que j'ai défendu il n'y a pas longtemps. Et à mon avis, une chose qui manquait dans le doctorat, c'est qu'on est docteur en philosophie, mais pourtant, on a très peu de temps et on est très peu poussé à réfléchir par rapport à ce qu'on fait en termes de production de sciences et de technologie, alors que voilà, il y a quand même philosophie dans notre diplôme. Donc c'était une réflexion un peu générale et qui fait partie de la culture à la fin d'une institution aussi, non seulement en termes de collaboration et des choses qui sont super mais assez évidentes en fait, mais des choses un peu plus profondes qu'une institution comme l'EPFL, à mon avis, devrait réfléchir et être acteur dans cette transformation aussi, on va dire, des idées et non seulement des outils qui sont créés. Alors, merci beaucoup pour cette excellente question, parce que là, vous me touchez à un point qui est très sensible. Je suis philosophe raté, d'ailleurs. J'étais supposé étudier la philosophie. Donc, j'ai un soft spot, et je pense que vous l'avez peut-être entrevu dans la présentation que j'ai faite tout à l'heure sur l'impact éthique des nouvelles technologies. C'est un sujet auquel je suis personnellement très sensible. Maintenant, la réflexion au niveau de la direction, elle va tout à fait dans ce sens. Nous avons un collège des humanités. Le collège des humanités qu'on fait ensemble avec l'Université de Lausanne a déjà toute une série de cours qui vont dans cette direction-là. Et nous sommes en fait en discussion pour recruter un professeur ou une professeure en éthique, mais en éthique liée en fait aux transformations technologiques. Parce que notre opinion, c'est que les transformations technologiques sont tellement rapides qu'en fait la société n'est pas du tout prête à intégrer certaines de ces technologies. Donc il y a des choses qui vont être faites, qui vont être a posteriori, on verra que ce n'était pas la bonne chose à faire, comme ça a été fait dans le passé. Personnellement, je pense que la technologie, ou la science et technologie, est neutre par rapport à son utilisation. C'est la société qui doit être suffisamment mature pour en fait pouvoir légiférer, utiliser la technologie, décider quels business models sont les bons, etc. Et après, je m'arrêterai, je laisserai d'autres intervenants parce que le sujet est absolument fondamental. Je pense que nos étudiants ont besoin, je l'ai dit assez publiquement, inclusivement dans la presse, doivent avoir une formation aussi du côté éthique. Parce que l'impact aujourd'hui sur
la réalité du terrain est tellement rapide, beaucoup plus rapide qu'elle ne l'était il y a une génération avec les ingénieurs qui sortaient à cette époque-là. L'exemple qu'on prend toujours, c'est les voitures autonomes, où il faut prendre des décisions qui font partie de la philosophie pragmatique. Est-ce qu'on sort de la route ou est-ce qu'on écrase le piéton qui traverse, etc. Et c'est vraiment des questions qui sont évidentes et qu'un programmeur, quelque part, qui travaille sur un projet de voiture autonome, doit quelque part implémenter. Ça c'est peut-être le sommet de l'iceberg, quelque part, mais ça montre bien que dans une formation holistique d'ingénieur ou de scientifique aujourd'hui, la partie éthique est absolument centrale. Je ne sais pas si d'autres veulent... je crois qu'alors là, il y a un consensus... Oui, on peut déjà amener les bouteilles et puis commencer la discussion en buvant un verre. D'abord, il ne faut pas vous excuser de la question, elle est fascinante. Ouais. Vous savez qu'il y a... Alors, on peut séparer les réponses au niveau bachelor, master, doctorat, parce que les choses sont un peu différentes. Mais au niveau bachelor, master, nos étudiants passent à peu près 15% de leur temps dans des cours de sciences humaines et sociales. Mais le modèle qu'on a, qui est un modèle intéressant, c'est un modèle open bar, à nouveau. C'est-à-dire, il y a une grande offre de cours et puis vous choisissez ce qui vous intéresse. C'est bien en ce sens que ça peut vous ouvrir l'esprit sur un tas de choses. Là, on entre dans une opinion personnelle. Je pense qu'on doit peut-être faire un peu évoluer ce modèle, justement parce que ce que Martin disait est très très juste. L'impact, si vous voulez, la distance qu'il y a entre l'ingénieur lambda qui sort de l'EPFL et un impact clair sur la société, profond. Le cas de la voiture autonome, c'est évident, mais il y en a plein d'autres. Il s'est beaucoup réduit en 20 ans. Et de plus en plus, on doit pouvoir donner à nos étudiants les clés pour comprendre un petit peu ce qu'ils sont en train de faire et quel est cet impact. Maintenant, ce que je pense serait peut-être un petit peu trop abstrait et difficile, c'est de dire tous les étudiants à l'EPFL doivent suivre un cours magistral d'éthique. Parce que là, on irait très très haut dans la philosophie. Et puis je pense que ça ne servirait pas le but. À mon avis, un modèle qui serait intéressant, il faut y réfléchir tous ensemble, ce serait que ces questions soient bien liées au cours. Parce qu'elles vont se décliner de plein de façons différentes suivant les disciplines. Et en plus, on sera capable de les lier aux disciplines à travers les cours qu'on donne, en faisant des interventions, en essayant d'avoir peut-être des cours qui sont plus particularisés à certains domaines. Je pense qu'à ce moment-là, on servira bien la cause qui consiste à avoir des étudiants de l'EPFL qui sortent avec une sensibilité concernant... Alors, il y a les dangers de la technologie, il ne faut pas non plus crier au loup. Hein. La technologie est responsable de beaucoup de maux, la technologie sera aussi ce qui va nous permettre de résoudre beaucoup de maux. Et donc, il faut être capable de comprendre un peu cette balance. Et pour ça, on a certainement des choses à explorer à l'EPFL, oui. Et au niveau du doctorat, là vous avez également raison, je pense qu'on n'a pas beaucoup, justement, de sciences humaines et sociales au niveau du doctorat, c'est très optionnel. Et à nouveau, quand vous sortez avec un diplôme de thèse de l'EPFL, peut-être sans forcément se brancher sur le philosophie dans le titre que vous recevez, à nouveau, vous êtes une personne qui avait une responsabilité sociétale parce que vous êtes armé d'un savoir qui peut avoir une influence de plus en plus importante sur la vie des gens. Et il faut le savoir. Et il faut savoir quelles sont les limites de ce que vous pouvez faire, être capable de vous poser les bonnes questions. Et ça, de nouveau, ça passe par de la formation, oui. S'il n'y a pas de questions urgentes, j'aimerais remercier tout le monde, mes collègues, l'assistance pour la discussion très intéressante et je vous invite à l'apéritif. Merci beaucoup. For years, he's been recording and singing jazz in studios. And learn. But the God